Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Quand on visite l'exposition dédiée à Aimé Césaire au Petit Musée de Fort-de-France, en face de l'Atrium, à un détour de la salle, on tombe sur un portrait du poète et une énorme citation apparaît. Je suis un Africain transplanté. Cette affirmation me laisse pensif, elle m'a beaucoup trotté dans la tête. J'ai pensé au rapport de sa famille avec le continent africain, et principalement le Sénégal. Pourquoi ? Parce que moi-même j'ai eu un parcours africain. J'ai pensé alors à des membres de sa famille qui ont été contaminés comme lui par le virus de l'Afrique. Déjà quand j'étais professeur d'université au Togo, j'avais appris que l'un de ses frères était ex-prof au Sénégal. En effet, Olivier Georges Césaire était maître de conférences agrégé en chimie analytique dans les années 1960 à la faculté de pharmacie de Dakar. Je me souviens avoir rencontré certains de ses collègues, comme le professeur Atisso, togolais, alors professeur à la faculté de Montpellier, qui m'avait parlé de lui. Atisso m'apprit qu'il avait enseigné la pharmacie galénique et Césaire la chimie analytique. J'ai une pensée émue pour ce frère qui périt dans l'explosion d'un avion israélien en route pour un congrès de biologie, explosion provoquée par l'OLP au-dessus de la Suisse. C'est la phrase de Césaire, citée plus haut, qui m'a rappelé nos conversations et qui m'a motivé à écrire cet essai. J'ai révélé ailleurs que pendant mon affectation en terre africaine, je venais en vacances en Martinique chaque année de 1975 à 1988, puis en Haïti de 1989 à 1992. Je venais le voir pour discuter culture, africaine en particulier. J'ai toujours eu le sentiment en le rencontrant qu'il avait l'Afrique dans la peau. Et je comprenais l'amitié qu'il avait avec des camarades ayant travaillé longtemps en Afrique, comme Ostan, qui était rentré en Martinique et avait intégré son parti. Quand je rentrais au pays après une trentaine d'années de parcours extérieur, j'ai réalisé quel impact l'Afrique avait sur l'action politique de Césaire. J'ai beaucoup réfléchi avant de mettre mon analyse par écrit. Pourquoi cette hésitation ? J'avais constaté que parmi les turiféraires du poète, il y avait des compagnons qui faisaient fi de ce côté africaniste de Césaire. Et puis, il me semblait qu'en fait beaucoup de leaders de ce parti faisaient tranquillement leur carrière sur le nom du poète sans autre souci particulier. Et je me souvins d'un cinéaste canadien qui avait fait un film sur la Martinique, un Québécois. Il avait interviewé Césaire et Marie-Jeanne entre autres, et nous avouait en coulisses que Césaire avait une triste mine en lui avouant qu'il avait conscience que certains de ses compagnons faisaient tranquillement leur carrière politique en se servant de sa notoriété auprès du peuple. Encore une fois, la liberté est un droit inaliénable, et c'est sur ce principe que je m'appuie pour m'exprimer sur un sujet qui peut étonner et même choquer certains. Évidemment, c'est prendre un gros risque que d'écrire sur un homme qui est à ce point adulé qu'il est presque déifié par les membres du parti politique qu'il a créé. Ce serait leur faire injure que le leur reprocher. C'est comme un talisman en leur possession pour effectuer de belles carrières politiques. C'est le mot de passe, le sésame d'Ali Baba qui ouvre toute grande la porte de la caverne. J'admire Césaire comme la plupart de mes compatriotes. J'ai même raconté que je me suis servi de l'opportunité que procurait son nom pour débuter ma carrière de professeur d'université en Afrique. En effet, fraîchement affecté comme professeur dans la coopération française en Afrique, lors de mon premier cours, j'entrais dans l'amphithéâtre de la faculté de médecine, bondé. J'inscrivis mon nom sur le tableau noir suivi de coopérants français, et je rajustais ma chemise, prenant mon souffle pour parler quand je fus stoppé net par un étudiant assis au fond de l'amphithéâtre. Au début, je pensais que c'était un fauteur de troubles, mais l'étudiant me lança. « Professeur, vous êtes d'où » Me voyant troublé par la question, il se pinça le bras en la réitérant. Je compris qu'il faisait allusion à la couleur de ma peau qui n'était pas hexagonale, et je lui répondis. « Je suis de la Martinique. »« Ah, vous connaissez Aimé Césaire ?» Je saisis l'occasion, et mentant effrontément j'affirmai. « Nous sommes pratiquement voisins. » Alors, une clameur admirative monta de l'amphithéâtre. Ce mensonge me donna une cote terrible auprès de mes étudiants africains. En ce qui concerne Aimé Césaire, je ne le déifie pas comme ces turiféraires, je n'y trouve pas d'intérêt. Il m'arrivait de lui rendre visite chaque année pendant les grandes vacances dans les années 70 à 90. J'étais, comme je l'ai dit plus haut, en poste dans une université africaine et cadre de la coopération française.
J'avais droit au voyage d'Afrique à la Martinique annuellement avec toute ma famille. Nous ne parlions jamais politique. Je le savais autonomiste tandis que j'avais adhéré aux idées de Marie-Jeanne et de la parole au peuple. J'étais indépendantiste. J'ai toujours été frappé par ses réactions chaque fois que je lui parlais de l'Afrique. Je remarquais chez lui le pétillement de ses petits yeux à travers ses lunettes. J'ai vu sa joie quand je lui ai amené les contes d'Amadou en pâté bas de la part d'Hubert Eisnar, feu mon beau-frère, intellectuel africain, trésorier de la Caisse centrale de coopération de Paris, qu'il avait rencontré en Suède dans un théâtre où l'on mettait en musique, si j'ai bonne mémoire, son cahier d'un retour au pays natal, J'. J'ai vu son amusement quand sa secrétaire, de mon couple de l'époque, afro-antillais, me désigna comme l'Africain. J'ai vu sa joie quand le docteur Kist, gynécologue togolais, premier président de l'association Fraternité africaine, dont je fus le premier secrétaire, venait lui remettre un cadeau africain lors de son anniversaire. Ou sa joie de recevoir des personnalités africaines comme l'archevêque de Lomé, un ami personnel, Monseigneur Capodichero, qui était venu pour le sacre de Monseigneur Méranville, son collègue d'études à Rome. J'ai bien sûr connaissance des livres qui l'encensent et de ceux qui le dénigrent. J'ai toujours trouvé exagéré le passage où dans son livre « Aimé Césaire, une traversée paradoxale du siècle », Raphaël Confiant, que j'apprécie pourtant dans ses romans, lui conteste le droit de sentir en lui un Amadou qui sommeille. J'entends bien ceux qui montent en épingle la lettre à Maurice Thorez signifiant sa rupture avec le Parti communiste. C'est vrai, la lettre est belle, mais pour moi cet acte venant d'un député noir est banal, sous la 4e République, et même en retard par rapport aux autres noirs de l'Assemblée nationale, qui ont avec Houphouët-Boigny quitté le Parti communiste en 1950, soit 6 années avant lui. Je sens donc qu'il manque une dimension à ses écrits. J'ai l'impression que l'on n'inclut pas un facteur important de sa vie. J'essaie de comprendre son action politique, que l'on ne peut convenablement cerner si l'on exclut son contact avec les Africains. Césaire affirme lui-même : « Je suis un Africain transplanté. » Peut-être est-ce le rejet et la honte des origines qui font que nos intellectuels zappent cette composante. Ils n'ont pas compris que c'est le plus important et ce qui doit faire notre fierté, car c'est cela notre épopée à tous, peuple de la diaspora, c'est la résistance opposée par nos aïeux à leurs conditions d'esclaves. C'est ce qui fait l'objet du livre coécrit avec ma co-auteure Charles Lucienne, intitulé « Résistance, épopée de nos peuples ». Donc, c'est du Césaire africain que je vais examiner le parcours. Il y a en effet une relation évidente entre les choix politiques des Africains et ceux de Césaire pour notre peuple. En ce sens, il est bien un Africain transplanté. Puis il est visiblement déçu du parcours du peuple martiniquais et il l'exprime dans un poème. Il se définit à la fin de sa vie comme une laminaire. Il s'accroche en exprimant sa douleur. Cela a un sens très profond. Et le temps de l'assimilation, Césaire enfant et adolescent. La colonisation a cette particularité, c'est, à côté d'une immense classe de démunis, de créer une petite bourgeoisie indigène, dont l'idéal est d'appliquer les préceptes du maître dont les valeurs civilisationnelles sont érigées comme supérieures à celles de l'habitant. Ceux qui, comme votre serviteur, sont issus de familles de fonctionnaires et plus particulièrement d'enseignants, me comprendront sans effort. Nous avons reçu une éducation petite bourgeoise. Je ne dis pas cela pour cracher dans la soupe. Cette éducation nous a conduit à une scolarité exemplaire couronnée de diplômes de valeur, nous ancrant davantage dans le milieu bourgeois. Ainsi, des 6 enfants de nos parents, nous sommes devenus 2 médecins spécialistes, 2 pharmaciens, l'un professeur d'université, les 2 biologistes, et 2 professeurs, l'une agrégée de lycée, l'autre enseignante de collège. J'insiste sur ce parcours car c'est le lot de beaucoup de familles de Martinique, de Guadeloupe et de Guyane. Il y a dans nos familles et celles de nos parents, souvent un enseignant ou un juriste et un membre du corps médical, médecin, pharmacien ou dentiste. Chez Césaire, en plus de lui, enseignant, on trouvait Georges, pharmacien. Ainsi, Césaire est fils de cette petite bourgeoisie. Il naît à Basse-Pointe, petite commune située au nord de la Martinique. Pour un habitant de Fort-de-France, à l'époque coloniale, c'est une commune qui déillait d'Aubondier, aux antipodes. L'édilité de Basse-Pointe de 1843 à 1946 est toujours assimilationniste. Il s'agit soit de blancs hexagonaux, soit de blancs créoles, soit de béquets, soit de mulâtres, soit de noirs petits bourgeois. Pourquoi je distingue blanc créole de béquet ?
Le blanc créole est né dans la colonie de parents nés en Europe. Le béquet est descendant de blancs nés dans la colonie, donc qui ne sont plus créoles. Successivement, l'édile s'appelle 1843 Louis-Michel Brière de Bretteville, 1848 Bernard Theux, 1853 François E. Beaupuy, 1860 E.A. Martineau, 1870 Gaston de la Guarigue, 1877 Pierre Vigne, 1880 Élie Morat, 1881 Maxime Victorien, 1912 Alcide Paluda, 1922 Jules Roussel, 1924 Romanius Dartel, 1925 Louis Séjourne, 1929 Jules Roussel, 1935 juin Antoine Noël Augustin, 1941 mai Xavier Louison, 1942 août Charles Beuzelin, 1943 juillet Antoine Noël Augustin, 1945 juin Albert Crétinoir. Tous ces maires ont été de fervents soutiens du système colonial et de l'assimilation. La famille Césaire aspirait à l'assimilation comme toutes les familles de fonctionnaires. C'est en effet une famille bourgeoise. Son père Fernand était administrateur gérant d'une plantation puis devint contrôleur des contributions. Beaucoup d'Antillais d'origine modeste se dirigeaient vers le concours des contributions. Mon propre père a présenté ce concours. Malheureusement, pendant qu'il composait, on l'a fait sortir de la salle, sous prétexte qu'il avait la fièvre jaune. C'est une fois les épreuves terminées que l'on se rendit compte de l'erreur. Alors il fit une carrière dans l'enseignement. Le père Césaire est pour la commune de Basse-Pointe un GWO TIAP, homme important. Sa mère Éléonore était couturière. Le contrôle des naissances n'étant pas une coutume locale, leur famille est une famille nombreuse, 7 enfants. D'autres en comptent une bonne dizaine et parfois davantage. Chez mes parents qui sont de la génération de Césaire, ma mère et mon père sont de familles de 10 enfants. Ce qu'il y avait de comique, c'est que souvent 15 mois séparaient les naissances. Cela venait du fait que nos pères suivaient sans le savoir la méthode MAMA. La succion du sein par le bébé est perçue par le cerveau de la mère, qui stimule les seins pour qu'ils produisent du lait au moyen d'une neurohormone, la prolactine. Or, la fabrication de prolactine supprime l'ovulation et empêche les grossesses. Après un accouchement, l'allaitement est donc une contraception très efficace sous 3 conditions. Le nourrisson doit être exclusivement nourri au sein, jusqu'à 5 à 6 fois par jour. La prise d'un biberon doit rester exceptionnelle. Si la fréquence de succion diminue, une ovulation peut se produire. Le nourrisson doit avoir moins de 6 mois. Au-delà de 6 mois, allaitement ou pas, une nouvelle ovulation peut se produire. 6 mois d'infécondabilité ajoutés à 9 mois de grossesse, d'où les 15 mois de différence entre les enfants. Césaire est d'une famille évoluée. Déjà son grand-père, Fernand, était intellectuel puisqu'issu de l'école normale supérieure de Saint-Cloud et professeur de lettres au lycée de Saint-Pierre. Il suit l'école primaire à Basse-Pointe et vu son milieu, et comme cela était courant dans ce milieu, parler créole lui était interdit en famille. Même à l'école, il était risqué de parler créole. Il existait comme en Afrique, un objet que l'on remettait à qui parlait patois, et le dernier qui le possédait recevait une punition. Cela peut expliquer que même adulte, il ne parlait pas créole. Il y avait, comme dans toutes les familles, l'obsession de ressembler aux Blancs, et pour cela ses cheveux étaient coiffés vers l'arrière de façon à mettre en évidence ses ondulations. Quand j'étais gosse, j'avais droit à la même coiffure bien brossée qui mettait en évidence les petites ondulations qu'amenaient à ma chevelure mes 2 gouttes de sang à côté de mes cils noirs, l'une blanche, l'autre indienne. Cette coiffure fut la sienne étudiant comme l'attestent ses photos de l'époque. Il fait partie des favorisés pour avoir une bourse pour le lycée Schulcher. Nous avons vu dans la rue Cazenègre comment les élèves pauvres, quoique bons, n'avaient que des fractions de bourse. Et même mon propre père, parce que de conditions modestes, n'a pu faire d'études supérieures faute de piston. Il entra dans l'enseignement et vint grossir le rang de ceux qui s'efforçaient de ressembler aux colonisateurs, costume cravate et chapeau sur la tête pour se rendre en classe. L'on comprend alors son acharnement à nous conduire à des études supérieures, et surtout à des métiers revalorisants et respectés dans notre société. Césaire est un bon élève. Il fait toute sa scolarité sans redoubler de classe et obtient son baccalauréat à 18 ans. Toujours son statut de petit bourgeois,
lui permet d'obtenir une bourse pour ses études supérieures. En septembre 1931, il prend le bateau, demeure sur le pont pour écouter peut-être la chanson doudouiste « Adieu foulard, adieu Madras » et part pour une traversée d'une bonne dizaine de jours. De ce voyage il parle très peu, sinon jamais, par écrit. En revanche, ce que l'on a appris de lui, c'est qu'il est heureux de quitter cette île où il ne se sent pas bien. Il est heureux de découvrir la France dont ses parents ont dû lui faire l'éloge comme dans toute famille petite bourgeoise de l'époque. Il arrive à Paris en tant que boursier, pour entrer en classe d'Hippocagne au lycée Louis-le-Grand. Jusque vers 1890, les bacheliers préparaient le concours de l'école normale supérieure en retournant en classe de rhétorique, actuelle classe de première, avec les élèves non bacheliers, où les professeurs leur donnaient des exercices plus difficiles qu'aux autres. Le lycée Louis-le-Grand créa une classe spéciale pour regrouper ses élèves de première vétérans, la classe de première supérieure, ou rhétorique supérieure, ou RHE accent aigu au sup. Le lycée Henri IV ajouta ensuite la classe de lettres supérieures, lettres sup, avant la première supérieure. La classe de lettres supérieures puis celle de première supérieure constituait désormais une préparation à l'INS sous forme d'une prolongation en 2 ans des études en lycée, après la classe de rhétorique, première, et la classe de philosophie, actuelle terminale. Ce système finit par devenir la règle au cours des années 1930. Les élèves qui préparaient les études de lettres pour se présenter au concours de l'école normale supérieure étaient des cagneux. Il y a une petite histoire liée à ce terme. Être cagneux, c'est avoir les genoux tournés en dedans, pieds écartés, genoux rapprochés. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, ce mot de cagneux a été utilisé pour se moquer des universitaires, répétiteurs, professeurs ou autres normaliens, férus d'études classiques, toujours plongés dans leurs livres. Césaire intègre donc le lycée Louis-le-Grand, établissement d'enseignement secondaire et supérieur public, qui s'élève le long de l'ancien cardo de Lutèce, au 123 de la rue Saint-Jacques dans le 5e arrondissement de Paris, en plein cœur du quartier latin. Son origine remonte au XVIe siècle, puisqu'il fut fondé en 1550 comme collège jésuite dans l'hôtel parisien de l'évêque de Clermont, d'où son premier nom de collège de Clermont. Ce lycée est entouré d'établissements d'enseignement supérieur comme le Collège de France, la Sorbonne en face, et plus haut la faculté de droit et l'Institut de géographie. Il fait partie avec les lycées Henri IV et Saint-Louis des 3 lycées de la Montagne Sainte-Geneviève, et est de ce fait considéré comme l'un des établissements les plus prestigieux de France. Les élèves du lycée Louis-le-Grand sont souvent appelés des magno-ludoviciens, et l'établissement est couramment désigné sous le sigle LLG. Après bien des péripéties liées aux différents pouvoirs qui se sont succédés, en 1849, un arrêté ministériel rétablit l'ancien titre, lycée Louis-le-Grand. Le Second Empire apportera sa petite touche personnelle, et fera de l'établissement le lycée impérial Louis-le-Grand. Rebaptisé de 1870 à 1873, lycée Descartes, l'établissement de la rue Saint-Jacques redevient enfin et définitivement lycée Louis-le-Grand en mars 1873. On peut d'ailleurs noter que les 2 nomenclatures Louis-le-Grand et Louis-le-Grand sont valables. Dans la cour du lycée, Césaire nous dit avoir rencontré Senghor, son aîné dans la boîte qui, comme beaucoup d'Africains, est un peu plus âgé que les élèves venant de France ou des départements d'outre-mer. Nous le disons car il y a encore une trentaine d'années, nous côtoyons dans les universités des amis africains dont l'âge avait été modifié pour leur permettre d'accéder à l'enseignement. Cela se faisait pour entrer en classe, déjà, sinon un peu plus tard pour se présenter à certains examens qui exigeaient une limite d'âge. Cela était rendu facile par l'obtention par un tribunal local de ce que l'on appelait un jugement supplétif. Ainsi quelqu'un de 18 ans se voyait attribuer 14 années. Et il n'était pas rare d'avoir des barbus entrant en classe de 6e au lycée de Tocoin, à Lomé dans les années 60. D'ailleurs cette pratique était acceptée en France. Voici la réponse du ministre de la Justice à une question de Christian Cointat, sénateur de la République en 2002. Publié dans le Joe Sénat du 24-10-2002, pagre 2492. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il est très sensible aux difficultés liées à la fraude en matière d'état civil et d'accès à la nationalité française. S'agissant de la reconnaissance en France de la validité des jugements supplétifs d'actes de naissance rendus à l'étranger,
Il précise que de nombreuses conventions bilatérales de coopération et d'entraide judiciaire lient la France aux pays qui constituaient les anciens territoires d'outre-mer de la République française. Au terme de ces accords, tout jugement rendu dans le pays étranger concerné et relatif à l'état des personnes est reconnu de plein droit en France, ce qu'a d'ailleurs rappelé récemment la Cour de cassation CAS 1er ch. 11 janvier 2000 et 12 juillet 2001. Notre ami l'ancien député Kofi Yamniam montre en outre une autre difficulté à la scolarisation poussée. Il raconte comment seul le hasard fait que parmi ses camarades, il fait partie des élus de son ethnie bassar du Nord Togo qui ait pu suivre des études secondaires au lycée de Lomé, et poursuivre ensuite des études en France. En effet, il fallait faire des kilomètres à pied puisqu'il habitait la région de Bassar, au nord du Togo. L'aller-retour étant trop long, le village sélectionna au hasard quelques-uns d'entre eux qui resteraient en pension et ne reviendraient qu'au moment des vacances. Il ne manque pas d'ailleurs, chaque fois qu'il retourne dans sa région, d'aller rendre des visites fraternelles à ses copains qui ont embrassé le métier de paysan, faute d'avoir poursuivi l'école. Donc, ces étudiants africains en France à l'époque étaient des enfants favorisés. Senghor dit à Césaire, selon ce que rapporte ce dernier, « Tu seras mon bisu ». Il ne nous décrit pas le bizutage qu'il subit au lycée, mais tout laisse à penser que ce bizutage eut lieu. Le bizutage est un ensemble de pratiques, épreuves, traitements ritualisés et imposés, destinés à symboliser l'intégration d'une personne au sein d'un groupe social particulier. En 1960, quand j'intégrais le foyer diocésain des étudiants catholiques de la rue Madame à Paris étant arrivé au second trimestre, j'échappais au bizutage, mais n'empêche que Année scolaire suivante, je participais au bizutage d'un nouveau. On me le confia à moi et un ami guyanais parce qu'il était martiniquais. Nous lui avons trempé ses draps et l'avons obligé, avant d'aller au lit, à lécher du dentifrice que nous avions étalé sur le miroir de sa salle de bain. Le copain était d'ailleurs béquet, mais nous avions laissé les préjugés ridicules de nos parents respectifs sur le quai du port de Fort-de-France. D'ailleurs nous avions au réfectoire une table d'antillais-guyanais où nous étions 6, d'ascendance noire, et 2 béquets. D'ailleurs les bizutages étaient beaucoup plus toxiques dans certaines boîtes. Je me souvins de celui des Beaux-Arts en 1960 que me rapportait un artiste martiniquais étudiant dans cette boîte. On peignait les poils du pubis d'un garçon et d'une fille, chez l'un en jaune, chez l'autre en bleu. Ils étaient enfermés dans une salle et ne pouvaient en ressortir qu'avec les poils des 2 pubis verts. L'esprit bizutage se retrouvait il n'y a pas si longtemps dans les salles de garde des hôpitaux. Ainsi, quand j'effectuais mon internat dans un hôpital de la région parisienne, internes en médecine, chirurgie, gynéco, pédiatrie et biologie se délectaient dans l'ambiance picturale des murs de la salle de garde. Dans notre salle, les peintures variaient en fonction des événements marquants. Ainsi, quand une Martiniquaise fut nommée directrice adjointe de notre hôpital, elle se montrait particulièrement désagréable par son sens de la droiture. Alors elle eut son portrait sur les murs, allongé, en train de faire une gâterie au directeur de l'hôpital. 2. Rencontre avec des Noirs favorisés. À Paris, Césaire rencontre des Africains. Les étudiants africains en France à cette époque sont des fils de familles favorisées comme les étudiants antillais. Ce sont souvent des enfants qui ont reçu une éducation semblable à la nôtre, tout à l'imitation des us et coutumes du blanc. Par exemple, on trouve la même interdiction de parler en langue régionale tribale. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.